la grande majorité des voitures Waymo se sont arrêtées sec. Imaginez à quel point ça a créé un trafic monstre à San Francisco. Ma première pensée, c'était, mon Dieu, il va prendre l'énorme risque d'envoyer plusieurs humains dans la mauvaise direction. Je pense que c'est totalement une utopie de même penser que d'ici 5 à 10 ans, on va tous être chez nous à regarder la télévision et se faire payer des montants d'argent astronomiques par le gouvernement. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en discussion d'affaires, le deuxième de l'année, toujours en compagnie de Jonathan Léveillé. Aujourd'hui, comment vas-tu? En pleine forme, Antoine, ça va super bien. Jonathan, il y a un film qui a eu lieu sur Netflix il y a environ, je crois, 3 ou 4 mois de ça. Barack Obama était d'ailleurs producteur de ce film. Le titre m'échappe peut-être, pourras-tu le retrouver pendant que je suis en train d'amener du contexte à notre audience. Dans ce fameux film, à un certain moment donné, il y a une perte d'électricité, une perte d'Internet. Bref, il n'y a plus aucun canal de communication dans les villes. On n'arrive plus à discuter. Et là, dans les scènes qui suivront, on voit même une avalanche de Tesla ne plus répondre, ne plus avoir d'accès non plus à leur serveur de base et qui s'empilent l'une après l'autre parce que, bien entendu, c'est des voitures électriques orientées à un ordinateur comparativement à des voitures qui vont travailler avec de l'essence normale. Et pourquoi je dis tout ça à l'attention de notre audience, c'est qu'il y a un cas pas aussi pire, mais pas tellement loin, qui s'est déroulé dans les dernières semaines et tu aimerais amener le tout à notre attention. Donc, je te donne la parole ici. Peut-être peux-tu donner plus de contexte à notre audience. Absolument. Le film en tant que tel, c'est de mémoire, je pense, The Day After ou le jour d'après, Oui. où on voit entre autres la scène iconique où les gens sont sur la plage et il y a un gros paquebot qui s'en vient. Et là, l'enfant dit, maman, je pense qu'il y a un problème avec le bateau. Puis les parents disent, non, non, il n'y a pas de problème, pour que finalement le paquebot vienne s'échouer sur la plage. Et le film de mémoire débute comme ça. Et scène effectivement catastrophique durant le film, que des gens ont piraté le réseau de Tesla et contrôlent les Tesla à distance pour venir créer un embouteillage monstre dans la ville pour empêcher les gens de sortir de la ville. Film catastrophique, film quand même assez qui fait peur au bout de la ligne. Situation, comme tu dis, pas aussi grave que ça, mais qui donne quand même un parallèle intéressant qui s'est passé juste avant le temps des fêtes à San Francisco. San Francisco égale Waymo, qui égale la filiale de Google au niveau des véhicules autonomes. J'ai eu la chance, entre autres, de faire un tour de véhicules Waymo. Si vous voulez voir ça sur ma chaîne TikTok, c'est quand même assez impressionnant. Des véhicules autonomes qui se promènent dans les villes. Ils commencent à déployer ça dans plusieurs villes. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que le 20 décembre dernier, il y a la compagnie Pacific Gas Electric qui a eu une incendie dans une sous-station, donc souterraine, qui a provoqué une coupure d'électricité qui était généralisée à San Francisco. Donc, ça a privé 130 000 foyers d'électricité et commerce et tout ce qui vient autour. Donc, également les infrastructures urbaines, ce qui égale les feux de circulation. Donc, tout San Francisco, pendant de très nombreuses heures, les feux de circulation ne fonctionnaient plus. Et là, Waymo, dans le fond, est habitué à rouler sur du data que les feux de circulation fonctionnent. Donc, qu'est-ce qui est arrivé quand il y a eu cette panne-là? La grande majorité des voitures Waymo se sont arrêtées sec, directement dans les intersections, parce que le système ne parvenait pas à décider comment avancer sans ces fameux feux de circulation-là fonctionnels. Donc, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures en une fraction de seconde qui décident d'arrêter et qui ne coopèrent plus et qu'on ne peut plus faire coopérer devant nous autres. Donc, imaginez à quel point ça a créé un trafic monstre à San Francisco et que ça a créé vraiment une problématique au niveau de la sécurité des gens et ça a demandé un travail énorme au niveau des autorités locales pour intervenir à ce moment-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dû déployer des gens sur place pour venir reprendre le contrôle des véhicules, pour réussir à les bouger, à les déplacer. Et là, Waymo, entre-temps, mais ils ont annoncé qu'il y avait une limite dans le logiciel parce que quand ça arrive, souvent, il va y avoir des humains qui vont prendre le contrôle à distance. Et ça a tellement été une panne généralisée que leur système, leur filet de sûreté humain n'a pas eu le temps de réagir assez rapidement. Et le logiciel qui est à l'intérieur des véhicules autonomes Waymo n'a pas réagi de la manière qu'ils pensaient que ça allait réagir à ce moment-là. Donc, Waymo a publié par après, un coup que la panne d'électricité s'est estompée,
que des véhicules ont été remis en service, ça a réglé le problème. Waymo s'est attaqué à ce problème-là et a déployé une mise à jour qui, Waymo dit qu'ils espèrent que la prochaine fois, ça ne causera pas le même problème, mais ça soulève quand même une vulnérabilité importante au niveau des systèmes autonomes qui sont dans notre monde physique, qui peuvent causer une crise urbaine. Donc, là, en ce cas-là, ce n'est pas un piratage de quelqu'un qui voulait être malfaisant. Donc, ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on voit dans le fameux film où il y a une empilade de Tesla qui cause un mur complètement qui empêche les gens de sortir de la ville par les voies de véhicules traditionnels. Mais ça prouve quand même que probablement pendant ce temps-là, il y a eu des problèmes au niveau des services d'incendie, au niveau des services, les ambulances, par exemple, les policiers qui ne pouvaient pas aussi bien circuler dans les rues parce que Waymo bloquait les grands artères principaux directement à San Francisco. Maintenant, ce que je veux vous amener là-dedans, c'est souvent, on a une réflexion que l'IA va voler des jobs aux humains. Mais dans ce cas-là, et un petit peu plus loin, je vais aller plus loin dans le cas de Waymo, ça donne et ça crée des nouveaux emplois qu'on n'aurait probablement jamais pensé. Puis je vais vous donner un exemple concret dans le cas de Waymo encore. Il y a des gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait paralyser un véhicule Waymo en simplement laissant la porte du Waymo à demi fermée. Il n'y a pas de moteur intégré dans les portes de Waymo pour que le système lui-même ou quelqu'un, un humain à distance, puisse refermer les portes. Et Waymo, pour une question de sécurité, le véhicule, si les 4 portes ne sont pas entièrement fermées, le véhicule reste stationnaire, il reste en mode stand-by, il reste figé. Donc, il y a des gens qui s'amusent à ouvrir légèrement les portes des véhicules Waymo et ça devient l'équivalent d'une tonne de briques qui est pris en plein milieu du trafic ou en plein milieu des rues de San Francisco. Donc, maintenant, Waymo est obligé de payer des humains. Donc, ils ont créé un nouvel emploi qui n'existait pas avant, que ces gens-là vont aller sur le terrain directement, aller refermer les portes des Waymo pour les rendre refonctionnels à nouveau. On s'entend que ce pas des salaires de 100 de l'heure présentement, c'est 20 US que Waymo offre. Et ils ont une série d'humains qui ont des applications mobiles et ils vont demander, OK, on a besoin de toi à tel endroit le plus rapidement possible. Et là, ils vont déployer des humains pour venir débloquer l'intelligence artificielle, venir débloquer le côté physique que l'intelligence artificielle va utiliser au final. Et ça l'amène une réflexion que plus on va faire entrer l'IA dans nos vies, plus qu'on va prendre l'IA et qu'on va l'adosser à un côté physique, par exemple un véhicule autonome ou un robot qui va nous suivre, on va avoir besoin de l'humain ou il va y avoir des nouvelles catégories d'emplois qui vont se créer ou des nouveaux types d'emplois pour venir aider l'IA à débloquer quelque chose, soit au niveau intelligence, soit au niveau physique. Et on le voit nous-mêmes, ce qu'on déploie présentement chez nos clients dans l'automatisation numérique qui inclut l'IA, on va utiliser l'humain dans 3 niveaux, soit in the loop, on the loop ou out of the loop. In the loop, c'est au début quand on va déployer l'IA, on va utiliser beaucoup l'humain pour venir confirmer que l'IA fait bien sa job. Un coup qu'on est confiant, on va avoir juste l'humain qui va surveiller à haut niveau ce qui est fait. Puis ensuite, on va le sortir de la loupe, on va le faire juste intervenir l'humain quand il y a vraiment une panne critique. Donc, dans le cas de Waymo, quelqu'un qui ne ferme pas une porte, eh bien, ça devient carrément une panne critique. Donc, voilà le genre de cas de travail qui peut émerger avec cette nouvelle technologie devant nous. On s'entend, ce pas des travails extrêmement enivrants ou wow, mais il y a quand même de l'emploi qui se crée derrière tout ça. Ben, je pense que ça revient à un cas pratique que tout le monde vit quasiment au jour le jour si vous allez à une épicerie normale. C'est-à-dire que dans le passé, on allait avoir des caisses enregistreuses avec des caissières qui étaient aux différentes caisses pour traiter ces différents clients qui veulent acheter différents produits. Donc, on pouvait avoir peut-être 10 caisses avec 10 caissières. Ben là, maintenant, on arrive et on a 10 caisses et on a 10 caisses qui travaillent de manière autonome et on a simplement une personne qui s'assure d'être présente pour voir si les gens ont des questions concernant ces différentes caisses-là. Donc, qu'est-ce que ça crée au final? Ça crée, bien entendu, un gain de productivité pour l'entreprise et bien entendu, il y a une réduction de rôle d'un autre côté qui se met en place, mais on a toujours besoin de rôle de support pour ces postes-là à la fin de la journée. Ceci étant dit, Jonathan, je serais quand même curieux de te relancer sur un autre point qui est sorti dans un podcast récemment entre Peter Diamandis et Elon Musk, notre fameux Elon Musk qu'on aime beaucoup. Peter Diamandis, qui est un entrepreneur slash podcasteur slash beaucoup de choses. Pour les gens qui ne connaissent pas Peter Diamandis, je vous invite à aller soit faire des lectures sur son blog, soit regarder certains podcasts. C'est quelqu'un qui est assez mégalomane, on pourrait le dire ainsi. À chaque année, il va financer des concours où est-ce qu'il va y avoir différentes catégories dans ces concours pour construire des organisations, pour construire des produits qui vont avoir
littéralement des impacts planétaires. Des fois, c'est par rapport à l'industrie aérospatiale, des fois, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, il va réunir des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui vont compétitionner pour gagner ce prix qui peut être de plusieurs millions de dollars en échange de construire une entreprise ou de construire un produit en particulier. Donc, ça, c'est une de ses lignes de métier. Une autre de ses lignes de métier, comme je l'ai mentionné, des podcasteurs très proches de Elon Musk. Et il interviewe Elon Musk. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu dire très souvent récemment, Elon Musk. Et ça rebondit un peu sur le point que tu viens de mentionner, qu'il mentionne, on n'a plus besoin de faire des économies parce que dans 20 ans de cela, on n'aura plus besoin d'argent. On va vivre avec de l'abondance, on pourrait dire intense quasiment. Je ne sais pas si le terme est bon ici, mais c'est de dire on va tous vivre dans une richesse assez importante à cause de l'intelligence artificielle. Donc, l'argent n'aura quasiment pas de valeur sous certains aspects. Bon, ça englobe beaucoup de choses qu'il dit ici. Ça peut lancer des débats de toutes sortes. Ça a bien entendu fait écho avec des sujets qu'on a très souvent sur le podcast sur l'intelligence artificielle. T'en dis quoi, toi, d'une réponse comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai lu ça ce matin, Antoine, et mon premier réflexe, ma première pensée, ça a été, mon Dieu, il va prendre l'énorme risque d'envoyer plusieurs humains dans la mauvaise direction parce que de dire t'as quelqu'un qui, pour beaucoup d'humains, semble extrêmement crédible. Exemple, Elon Musk, le ramener sur la table de vous n'avez plus besoin d'économiser pour votre retraite. Là. Il y a combien de monde qui vont suivre ce conseil-là? Et il y a quand même un gros risque au final. Là. Donc, je trouvais ça très osé de sa part de déposer cette pensée-là sur les différents médias sociaux et de porter cette voix-là à haut niveau. Combien de gens vont se mettre à dépenser leurs économies ou à arrêter d'économiser et probablement et potentiellement se ramasser dans une situation extrêmement négative pour eux et leur famille. Je trouve ça, Elon Musk a souvent été visionnaire dans ce qu'il a dit, mais ça, je trouve ça très égoïste de sa part de sortir cette pensée-là à tous. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont prendre action sur ces paroles qu'il a mis là. Et il y a un réel danger à suivre, je pense. Ça se peut que ça arrive au final. Puis mon opinion là-dessus, c'est qu'il manque deux choses pour être capable d'arriver à ça. L'énergie pratiquement gratuite, puis un grand bond en avant au niveau de l'IA dans le monde physique. Et il y a beaucoup d'avancées au niveau de l'énergie nucléaire pour ramener ça à un niveau plus sécuritaire et moins dispendieux, mais on est encore à des preuves de concept à déployer. Il reste encore beaucoup de preuves à faire en avant pour réussir à avoir de l'énergie beaucoup moins dispendieuse. Et il reste encore des marches à monter et des preuves à amener à la table par rapport à l'IA pour être capable d'être fonctionnel dans un monde physique. Fait que je trouve ça une parole visionnaire très dangereuse pour beaucoup de monde. J'espère qu'on va arriver à débarrer ces deux morceaux-là devant nous, puis qui va améliorer probablement notre qualité de vie et faire qu'on aura probablement moins besoin d'économiser et notre logique de l'argent va peut-être être différente. On n'en est pas là présentement. Là. On est en phase prototype, on est en phase preuve de concept. Fait que personnellement, j'espère qu'on va se rendre vers là parce qu'il parle justement du Universal High Income. Avant, il parlait du Universal Basic Income, donc le revenu universel de base. Selon lui, maintenant, ça va être un revenu universel élevé. Donc, est-ce que c'est plutôt le coût de la vie qui va baisser beaucoup, qui va faire qu'avec l'argent qu'on a, on est capable d'avoir beaucoup plus au final? J'espère et je pense que les technologies en tant qu'humains qu'on est en train de développer aujourd'hui sont en train justement de nous amener dans une énorme élévation de la capacité de ce qu'on peut faire en tant qu'humain, mais on est encore en preuve de concept, on est encore en prototype. Je trouve ça dangereux. Et je ne sais pas que toi, qu'est-ce que tu en penses quand tu as lu ça ou tu as vu ça ou entendu ça pour la première fois. My God, c'est dangereux. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention,
sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Mais je pense que ta perspective est bonne, Jonathan, parce que beaucoup de gens sont à la recherche de réponses de la sorte et d'acheter des réponses de la sorte pour être un petit peu plus paresseux dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est clair que des fois, il peut y avoir des gens sur des podcasts qui vont parler de conseils financiers. Il y en a d'autres qui font des conseils de carrière. Dans tous les cas, faites-vous votre propre opinion et ne partez pas à la dérive avec des points de la sorte parce qu'effectivement, ça pourrait peut-être arriver dans 20 à 30 ans, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place d'ici là. Ce qui est clair, c'est que je pense qu'on le dit, il y a des emplois qui changent, mais il y a des emplois qui se créent. Il y a beaucoup de choses qui vont se changer dans le travail qu'on fait dans les 5 à 10, 15 prochaines années, mais je pense que c'est totalement une utopie de même penser que d'ici 5 à 10 ans, on va tous être chez nous à regarder la télévision et se faire payer des montants d'argent astronomiques par le gouvernement. Du moins sur une vision de 5 à 10 ans. Et les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on est mieux, je crois, de penser que ça n'arrivera pas si tôt que de penser que ça va arriver. Donc ça serait mon point là-dessus. Ceci étant dit, j'ai quand même l'impression que cette année, ça va être une année assez impressionnante pour ce que tu as mentionné plus tôt, Jonathan, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au niveau physique. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se mettre en place en 2026 avec les différents robots qui sont en train d'être construits, l'armée de Terminator qui est en train d'être construite chez Tesla. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés cette année à ce niveau-là. Et je ne sais pas pour toi, mais je pense qu'à un certain moment donné, quand on va avoir ça à notre disposition, je risque d'être un des premiers acheteurs pour voir un petit peu ce qui va se dérouler avec avoir un robot chez moi pour voir comment ça se met en place. Il y avait des prix qui sont sortis récemment. Je pense que ça serait peut-être aux alentours de 25 000 $. Ça peut paraître cher, mais bon, entre toi et moi, une voiture, plus souvent qu'autrement, c'est au-dessus de 25 000 $ et ça ne fera pas autant que ce que les robots font. Donc, bref, hâte de voir un petit peu ce qui va se dérouler là-dessus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'heure qu'on se parle présentement, je pense, vient de se terminer ou est en cours le CES, le Consumer Electronics Show. Entre autres, Boston Dynamics, qui est une référence à travers le monde dans la partie robot. Ils ont, entre autres, lancé le petit chien jaune qu'on voit souvent dans les annonces là, à quatre pattes, qui commence tranquillement, entre autres, exemple, à être déployé dans le domaine de la construction pour faire des inspections dans les buildings ou dans des mines. Eh bien, ils ont conclu une entente avec Google pour prendre la force d'intelligence numérique de Google et l'amener dans leur force matérielle dans laquelle Boston Dynamics est excellent. Donc, ils vont appeler leur robot Atlas et selon les rumeurs que j'ai vues jusqu'à date, ils visent à peu près un prix, je pense, en bas de 20 000 $ US, ce qui est complètement insensé selon moi comme prix. Je ne pense pas qu'ils vont réussir à atteindre ça. Ça semble être juste des rumeurs jusqu'à présent. Donc, c'est même 16 000 $ US. et probablement que ça va venir avec un ensemble de subscriptions mensuelles à vie qui fait que le robot va coûter probablement 100 ou 200 000 à travers tout ça. Mais la Chine suit de proche en arrière. Faut pas, je pense, on parle beaucoup de Optimus de Tesla, de Boston Dynamics présentement, mais en Chine, ça commence à aller très vite et je pense que ça va probablement arriver plus de leur côté à eux. Il y a des belles avancées qui se font ou du moins, il y a des beaux stunts marketing tranquillement qui sont en train de se faire au CES cette année à ce niveau-là. Et le gros problème, souvent les gens me demandent pourquoi on n'a pas encore cette force-là de ce qu'on voit dans un chat GPT de ce monde en format réel. C'est simplement que en format numérique devant notre ordi, il y a beaucoup de données. C'est tout ce qui existe sur Internet. Donc, on est capable d'entraîner ce fameux cerveau numérique-là comme ChatGPT sur tout ce qu'il y a sur Internet. Mais l'équivalent d'Internet dans un monde réel, donc ce qu'on voit quand on se déplace, l'effet de la gravité, le vent, la pluie à l'extérieur, quelqu'un qui pousse quelque chose, toute cette donnée-là, elle est peu disponible pour entraîner l'intelligence artificielle dans un monde réel. Et c'est le gros défi présentement au niveau des fabricants de robots. Et ce qu'ils sont en train de faire pour essayer de régler ce problème-là, c'est faire des simulations dans un monde virtuel. Donc,
On peut prendre, par exemple, un robot qui vient d'être créé physiquement. Ils vont créer un clone virtuel, un digital twin, donc un jumeau numérique identique. Et ils vont simuler dans cet environnement-là des effets de gravité et de mouvement à ce moment-là. Donc, ils vont simplement l'amener en virtuel et dire, OK, marche. Et là, il va tester, il va tomber, il va tester, puis il va retomber. Et ils vont simuler en quelques heures ou quelques jours, peut-être 100, 200 000 actions du robot. Et au final, il va être capable de marcher, de courir, de faire des backflips dans le monde virtuel. Et là, on est rendu à un niveau où on est capable de reprendre ça et de l'amener dans le monde réel. Et très, très, très souvent, on est proche de la réalité. Donc, ça donne des résultats qui commencent de plus en plus intéressants. Donc, cet aspect-là de manque de données dans le monde réel commence à être tranquillement réglé en créant un jumeau numérique identique dans le monde virtuel, en donnant tous les paramètres requis pour simuler un environnement réel au bout de la ligne. Et je reviens à Boston Dynamics. Le lien avec Google derrière tout ça est également relié à Hyundai. Et là, tu vas me dire, Hyundai, en quoi ça rapporte? Mais Hyundai étant le fabricant automobile, entre autres, et de beaucoup d'autres matériels à travers le monde. Eh bien, Hyundai avait déjà des robots dans leur usine pour aider à la fabrication. Et le nouveau Atlas va être déployé, entre autres, dans les usines chez Hyundai. Donc, ça fait une excellente étude de cas pour Boston Dynamics de dire voici notre robot dans des conditions réelles, manufacturières, à quel point c'est magnifique, à quel point ça fait du sens. Et Google va pouvoir s'en servir derrière tout ça. Donc, je pense qu'on est en train d'accélérer clairement ce rythme-là pour réussir à arriver dans un monde physique, mais ça ne sera pas dans le prochain trimestre ou dans le deuxième trimestre de cette année qu'on va avoir ça dans nos vies réelles, mais ça avance à grands pas. Ça, c'est assuré. On le voit passer rapidement. Peut-être le dernier point, parler un peu d'intelligence artificielle et on pourra terminer ensuite là-dessus. Il y a eu une très grosse entente qui est sortie hier. Ça l'avait fuité un peu dans les différentes plateformes de médias sociaux récemment où est-ce qu'il y avait eu un souper entre Tim Cook et Sundar Pichai, j'ai toujours de la difficulté avec son nom, mais bref, le président, directeur général de Google. Donc là, Jonathan, on parlait dans les dernières semaines de Gemini 3 qui est en train de prendre de l'ascendant de manière assez importante sur OpenAI. Mais là, c'est une autre gifle au visage qu'ils ont fait à OpenAI. Donc, je vais essayer de redonner un peu de contexte pour les gens qui nous écoutent. Il y a environ 1 an ou 1 an et demi de cela, OpenAI et Apple avaient été entrés ensemble dans une entente comme quoi que Apple allait utiliser la technologie d'OpenAI, l'intelligence artificielle, pour essentiellement alimenter un peu le nouveau téléphone cellulaire de Apple qui allait être sorti, je pense, comme je le mentionnais, il y a 1 an et demi de cela. Il y a eu des lancements, on n'a pas eu tellement de suivi là-dessus. C'était difficile à comprendre également comment que l'association s'était faite. Bref, tout ne semblait pas être tellement rose dans ce type de partenariat-là. Et là, hier, c'est sorti. Donc, on enregistre le podcast le 13 janvier. Donc, à mon avis, c'est sorti, je crois, le 12 ou le 11 janvier 2026. Finalement, il y a eu une entente. Mais cette fois-ci, ce n'est pas entre OpenAI et Apple, mais c'est bien entre Google et Apple. Donc, officiellement, la technologie Gemini, la technologie d'intelligence artificielle de Apple, va venir être littéralement l'infrastructure derrière Siri, ce fameux agent vocal qui n'a jamais été capable d'être à la hauteur des attentes après je ne sais pas combien d'essais, Jonathan. Et je me suis dit, on parlait depuis quelque temps comme quoi que tranquillement, peut-être que OpenAI est allé au bout de ce qu'il était capable de faire. Eh bien là, pour moi, hier, ça a été une nouvelle assez importante parce que perdre un canal de distribution autant important que le téléphone cellulaire iPhone, c'est énorme. Énorme pour OpenAI. Et là, je pense qu'il y a plusieurs points intéressants à creuser là-dedans. La première des choses, c'est dans les dernières années, c'était Google qui donnait des milliards à Apple Ouais. pour être capable d'être le moteur de recherche par défaut pour préserver le marché de Google comme position dominante. Là, ça va être Apple qui va probablement payer des milliards à Google pour utiliser Ouais. la technologie. Derrière tout ça se cache Gemini. Google a annoncé qu'ils intégraient plus agressivement Gemini dans Google Home, Google Assistant, donc tous les assistants vocaux de Google. Je ne sais pas si tu l'as testé, Antoine, de ton côté, mais de mon côté, je le teste, ce n'est pas encore au point. C'est plus un stunt marketing, c'est plus un aspect de on est rendu là, mais en réalité, quand on le teste, c'est pas wow. Puis j'espère que tu as peut-être une expérience différente. Celui qui m'impressionne le plus présentement, qui avance en silence, c'est Amazon avec Alexa. Donc, chez nous, j'ai la chance de me promener entre Siri sur mon téléphone, Alexa sur certains haut-parleurs et sur Google Assistant sur les autres, qui est Gemini derrière tout ça. Et Alexa,
dans les dernières semaines, a vraiment fait un énorme bond en avant au niveau de la rapidité, la compréhension et la prise d'action que j'ai pas vu les autres bouger. Donc là, je trouve intéressant le deal entre Google et Apple. Maintenant, ils disent que ça va être déployé en 2026, en quelque part en 2026, alors que Google n'a même pas réussi à faire un effet wow dans son propre écosystème qu'il maîtrise. Donc, je suspecte qu'ils n'ont pas encore la technologie à point, même si là, ils ont signé un deal avec Apple pour éventuellement la lancer. Mais on néglige le joueur silencieux derrière tout ça, qu'on ne parle jamais en IA, qui est Amazon, et ils sont en train de pousser vraiment à un niveau assez impressionnant. Donc, ils ont également, début janvier, lancé leur propre chatbot pour concurrencer ChatGPT et Gemini sur alexa.com directement, qui est Alexa Plus. Donc, je vous invite peut-être à l'essayer. Je n'ai pas eu la chance encore de le tester, mais ça vient tout juste de sortir du côté d'Amazon d'une manière extrêmement silencieuse. Donc, on voit qu'ils ont le cerveau numérique tranquillement à un niveau assez élevé. Là, ils le poussent en mode chat, ils le poussent dans Alexa, qui est le mode un peu plus vocal, qui est intégré dans nos différents périphériques physiques dans notre vie. Donc, intéressant partenariat entre Apple et Google. Mon opinion, c'est qu'à l'heure, c'est du bluff au niveau technologique. Google n'a pas réussi à faire ses preuves encore. Et là, ils vendent leur tech à Apple pendant qu'Alexa et Amazon livrent de leur côté du vrai résultat. Mais moi, mon point que je veux amener à ton attention ici, c'est pas une gifle au visage de OpenAI quand littéralement ils ont accepté ensemble de débuter un partenariat il y a à peu près un an et demi de cela. Est-ce que par extension, ça n'aurait pas été logique que OpenAI soit le partenaire de choix pour supporter Siri derrière? Ben, non seulement ça aurait pu et ça aurait dû être logique, et j'aurais pensé que Apple aurait fini par acheter peut-être OpenAI. Aujourd'hui, c'est impossible avec les valorisations qu'ils ont, là. Mais j'aurais pensé qu'Apple aurait été assez rapide pour mettre la main à ce moment-là sur un joueur comme OpenAI, mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est sûr qu'ils ont parlé probablement derrière les rideaux d'une possibilité d'alliance ou d'amener ça à un autre niveau. Et à voir comment Sam Altman gère à l'heure actuelle OpenAI, très fermé dans beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est It's my way or the die way. Probablement qu'Apple a dit, ben, gars, too bad, on va aller avec Google et on va avancer main dans la main avec un autre. Et pire que ça, c'est que Google et Apple sont nez à nez compétiteurs dans un des plus gros marchés qui est les téléphones cellulaires. Et de voir ces alliances-là derrière tout ça, il y a même des poursuites entre les entreprises. C'est incroyable de voir les partenariats, les poursuites et la compétition entre. C'est tellement rendu des grosses entreprises que c'est des toiles d'araignée qui sont complètement incompréhensibles au niveau des relations et au niveau de tout ce qui se passe en arrière. Absolument. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées à l'intérieur même de ces entreprises-là. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut les voir un petit peu partout. C'est-à-dire qu'un va utiliser le cloud de l'autre, l'un veut utiliser la technologie de l'autre, etc. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de croisements. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer. Complet pour cette semaine, Antoine. Merci beaucoup. Fantastique. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on continue comme ceci la semaine prochaine encore pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.